voltage. Et le dernier des 30 boutons, c'est marqué 450 volts. Bon. Donc et puis il y a l'expérimentateur en chef qui est là derrière, et puis qui dit oui, oui, allez-y, etc. Donc voilà, ça marche. Puis, au bout d'un certain nombre de... Enfin, quand le voltage monte, le cobaye entend la disons, je vais l'appeler victime, la personne qui subit entend la victime qui proteste, qui dit non, arrêtez, là j'ai mal et tout, etc. Alors la personne hésite, puis l'expérimentateur lui dit mais si, continuez, pas de problème, etc. Bon. Et alors la question, tout l'enjeu de l'expérience, c'était de savoir jusqu'où vont monter les cobayes. Alors, il y avait avant l'expérience, Milgram avait sondé un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qu'elles pensaient que serait le résultat? Toutes les personnes, pratiquement, avaient dit oh ben là, au bout d'un certain voltage, 45 volts, 50 volts, les gens vont arrêter, parce qu'on dit non, c'est pas la peine d'affliger cette telle décharge. Et les résultats de l'expérience ne sont pas du tout conformes aux prévisions. Alors, bon, je précise que la personne n'était pas électrocutée pour de bon, hein, mais les cris de la victime étaient préenregistrés, et donc croissant, cris de détresse, puis à la fin silence total, comme si elle était aux abonnés absents. Est-ce qu'elle était encore vivante ou morte, on ne sait pas. Enfin bon, voilà. Donc tout ça avait été très très bien préparé, et donc les cobayes étaient convaincus. D'ailleurs, avant de commencer l'expérience, on leur faisait ressentir à eux-mêmes une petite décharge pour qu'ils voient bien qu'ils croient bien que c'était réel. Donc au total, 65% des gens ont marché dans la combine jusqu'à 450 volts. Dans d'autres cas où l'expérience a été répétée, le pourcentage était plus élevé. Donc discordance considérable entre ce qui avait été prévu et les résultats. Alors c'est toujours très intéressant quand une expérience apporte des résultats inattendus. Bon. Maintenant, la question, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats inattendus? Quelle nouvelle connaissance on peut en tirer? Mais avant d'aborder cette question-là, faut que je vous fasse part de quelques variantes que Milgram avait introduites dans son expérience. C'était vraiment, son affaire était très 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 bien goupillée. En fait, il avait réfléchi de longue date là-dessus. Et alors, il avait imaginé un certain nombre de variantes concernant la distance entre le cobaye et sa victime, ou entre l'expérimentateur et le cobaye, en faisant varier. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe si le cobaye ne voit absolument pas la victime, ne fait qu'entendre quelqu'un qui est de l'autre côté d'une cloison? Alors là, ça monte assez haut. En revanche, s'il voit la victime, là le pourcentage de choc électrique violent baisse. S'il est au contact physique avec la victime, donc il doit lui appuyer la main sur non. Alors là, il a du mal à... Bon, le pourcentage baisse encore. Alors d'un autre côté, si l'expérimentateur est là, tout à côté du cobaye, il le pousse, bon, le cobaye résiste difficilement. Si l'expérimentateur s'absente, bon, là il y a du relâchement. Dans le cas où l'expérimentateur n'est pas présent, il est très fréquent que le cobaye en fait n'augmente pas le voltage. Il fait comme si il obéissait aux consignes de l'expérimentateur, mais en réalité il reste dans une gamme très modeste de décharge électrique. Bon, ça c'est le côté plutôt rassurant quand même. Donc voilà, là ce sont les variantes principales, il y en a d'autres. Il s'est demandé par exemple si le cadre en imposait énormément,
Et si on répétait l'expérience dans un cadre beaucoup plus modeste, comme si ce n'était pas vraiment l'université qui patronnait ça, ça donnerait des résultats différents. En fait, ça n'a pas tellement changé les résultats. Oui, monsieur? Ces variantes, c'est dans les 1000 cobayes? Oui, à l'intérieur des 1000. Hein. Donc à chaque fois, on avait plusieurs dizaines de cobayes qui fonctionnaient dans telle ou telle variante. Il y a aussi des variantes. En fait, il y avait 18 variantes. Hein. Je ne vais pas toutes les reprendre. La 17e et la 18e, c'est intéressant parce que le cobaye a à côté de lui deux personnes. Alors, dans la 17e variante, ces deux personnes la découragent en quelque sorte de suivre les consignes de l'expérimentateur. Et alors là, effectivement, le niveau des décharges baisse considérablement. La majorité des cobayes en profitent pour ne pas... ils se sentent appuyés par les deux autres et donc ils disent bon, on va rester à un niveau modeste. En revanche, si les deux acolytes disent mais entonnent le même refrain que l'expérimentateur, bah, évidemment ça fait monter les enchères. Voilà. Donc là je crois que je vous ai donné une petite idée du déroulement des opérations. Maintenant, quel a été le destin, quel a été qu'est-ce qui en a été tiré de cette expérience? Qu'est-ce qui en est dit? C'est là que j'ai éprouvé donc une déception qui m'a fait réfléchir. Parce que d'une manière générale, ce qui en a été tiré, c'est une leçon de morale. Ça n'est pas un renouvellement scientifique dans la connaissance de l'être humain. Et d'ailleurs, cette expérience, dans les universités américaines, les étudiants sont très fréquemment, on leur raconte cette expérience, on leur dit oui, voilà, vous voyez, il faut être vigilant, hein, parce qu'on peut se laisser prendre, il faut résister, etc. Enfin bon, donc on leur fait un petit sermon illustré par cette expérience. Enfin, un sermon, c'est pas une avancée scientifique. Voilà. Je vous lis par exemple les dernières pages, à titre d'exemple, dernière page du livre de Milgram. Voilà, il est question de ce que cette expérience nous révèle est dangereux, c'est la faculté qu'a l'homme de dépouiller son humanité quand il renonce à son individualité pour devenir partie intégrante d'une des structures hiérarchiques de la société. Voilà, c'est inquiétant. Ces résultats incitent à penser qu'on ne peut faire confiance à l'homme, au type de caractère produit par la société démocratique, dès lors que l'ordre leur paraît émaner d'une autorité légitime. Et pour finir, Milgram cite un autre auteur américain qui s'appelle Harold Lasky. Toute possibilité, sur les dernières lignes du livre, hein, c'est important parce que le livre s'achève là-dessus, toute possibilité d'exprimer notre moi authentique est, dès le départ, vouée à l'échec si les certitudes que l'on nous demande d'accepter ne coïncident pas avec celles que nous nous sommes forgées. C'est pourquoi, partout et toujours, la condition même de la liberté est une attitude de scepticisme général et systématique vis-à-vis des critères que le pouvoir veut imposer. Donc vous avez, on fait vibrer, comment dire, les thèmes majeurs de l'idéologie habituelle, c'est-à-dire que voilà, l'individu doit avoir confiance dans ses propres capacités et ne pas se laisser enfermer par les contraintes de la société. Et d'ailleurs, le livre lui-même s'ouvre dans cette perspective-là. Milgram est d'origine juive. Il était, parce que malheureusement il est mort assez jeune, et donc très frappé évidemment par l'expérience
l'extermination des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale, et son expérience est vraiment dépendante de ce fait historique. Il fait cette expérience en espérant éclairer quelque chose de ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, ça nous concerne toujours aujourd'hui, parce que depuis, il s'est passé un certain nombre d'autres massacres de masse, ceux du Cambodge notamment, ou du Rwanda, qui font que c'est toujours important pour nous. Bon. Il y a un livre qui a été écrit, là je vais vous lire aussi un passage, un philosophe qui relie le livre de Milgram et en même temps qu'un certain nombre d'autres expériences de psychologie sociale. Et je vais vous donner un échantillon de sa prose. Oui, page 135. Là aussi, vous allez voir qu'on est loin d'une avancée scientifique, ou d'un souci de faire une avancée scientifique. La conclusion que Milgram tire de ses expériences, c'est que mieux nous comprendrons ce qui pousse les individus à se placer eux-mêmes dans l'état agentique. Alors, état agentique, Milgram, dans son livre, dit que les individus qui obéissent, en fait, c'est parce qu'ils se sont mis ou ils se sentent placés dans un état agentique, c'est-à-dire où ils deviennent des agents d'une autre personne. Parce que Milgram conçoit l'obéissance comme une sorte de... On devient un zombie. C'est un peu ça. Donc, mieux nous comprendrons ce qui pousse les individus à se placer eux-mêmes dans l'état agentique, mieux nous serons préparés à ne pas succomber à cette tentation, à ce piège et à défendre les revendications de notre propre autonomie. Alors, la formule « ne pas succomber à la tentation » vous rappelle sans doute le Notre Père. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Voilà, donc il y a pas mal de choses dans ce philosophe. Dans le fond, les philosophes, mes chers philosophes, mes chers collègues de philosophes, ils ont une tendance, quand ils ne se limitent pas à la glose sur les textes des grands auteurs, ils ont tendance à assumer un rôle, une sorte de magistère moral laïque, un magistère spirituel laïque. Et donc je suis très frappé de voir l'importance des discours moraux dans la prose philosophique universitaire autour de moi. Et donc cet auteur, Michel Terestchenko, malgré tous ses mérites, il donne beaucoup là-dedans. Et du coup, cette glose morale, elle brode sur la conception habituelle de l'individu tel que elle s'est formée dans le monde occidental, c'est-à-dire que, pour résumer, dans le monde occidental, il y a l'idée que le moi véritable de l'individu est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire le moi véritable, c'est pas une espèce de réseau, de structure en réseau, non, c'est une sorte d'îlot intérieur, de noyau intérieur, qui est évidemment l'héritier de l'âme telle que Platon la pensait, c'est-à-dire une substance d'origine divine, inaltérable, et qui est là, dans le corps, logée dans le corps, à l'intérieur. Et donc cette substance, c'est celle à partir de laquelle nous pensons. Donc, celle à partir donc le sujet connaissant est une des manières dont s'illustre l'individu occidental dans sa valeur. Une autre manière dont l'individu occidental s'illustre justement en tant qu'individu, c'est dans le calcul de ses intérêts. Et donc là, c'est toute la théorie économique orthodoxe qui est fondée sur cette conception de l'individu. Et troisièmement, c'est le sujet moral qui est aussi le grand lieu de valorisation de la conception occidentale de l'individu,
Le sujet moral étant lui aussi capable, supposé capable, de se déterminer à partir de lui-même, de trouver en lui-même la force d'agir conformément à ce qui est bien. Alors, l'expérience de Milgram, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Elle met en évidence quelque chose de très décevant par rapport à cette conception occidentale de l'individu. Elle met en évidence que non, la capacité de s'autodéterminer pour faire le bien, elle est beaucoup plus limitée que ce qu'on avait imaginé. De sorte que moi je suis tout de même très, très frappé quand je lis des commentaires de cette expérience, soit par Milgram lui-même, soit par d'autres, qui en profitent pour entonner à nouveau, renchérir sur la conception occidentale de l'individu avec ce tour rhétorique qui consiste à dire « Ah, vous voyez, comme nous sommes faillibles, eh bien il faut donc être d'autant plus vigilants et placer d'autant plus notre dignité dans la capacité de faire le bien par nous-mêmes, quels que soient les obstacles que la société nous oppose, l'autorité, etc. » Bon, voilà. Évidemment, analogie avec la tradition du prêche, puisque le prêtre ou le pasteur, lui aussi, souligne toujours la faiblesse de la faiblesse humaine, la nature pécheresse de l'homme déchu. Et un des topos classiques du sermon, c'est d'opposer le chemin large et agréable qui mène à la perdition au chemin rude et escarpé qui mène au salut. Donc, vous voyez, ces épilogues soi-disant scientifiques ne sont en fait qu'une rebroderie sur un motif ancien qui est un motif clérical. Voilà, alors donc Milgram n'a pas identifié l'obstacle épistémologique qui l'empêchait d'avancer. Et c'est ce qui a fait obliquer la recherche scientifique vers ce prêche moral. Et ce qui bloque donc, vous voyez, autant cette série d'expériences est remarquable, c'est un des, quand même, dans le domaine des sciences humaines, on peut saluer ce montage expérimental, dire vraiment là, le mec s'est bien débrouillé, c'est un boulot sérieux, on a répété l'expérience et tout, c'est fiable. Et puis il n'en sort pas grand-chose scientifiquement. Donc, maintenant, je vais vous préciser un certain nombre de points sur les présupposés, le paysage mental dans la tête de Stanley Milgram et dans la tête d'un grand nombre de ses lecteurs. Quels sont les présupposés dans le cadre desquels il situe sa recherche. Et puis ensuite, je vous livrerai la façon dont moi-même je réfléchis sur cette expérience avec donc une vision de l'être humain sensiblement différente, une théorie différente. Alors, dans le cas de Milgram, premier point qui doit attirer notre attention, Milgram a d'emblée une vision négative de l'obéissance. Il a une vision négative de l'obéissance. Milgram, il appartient à cette génération de gens que les Américains appellent aux États-Unis des liberals, des gens plutôt progressistes, avec une vision en principe optimiste de l'humanité, plutôt de gauche. Et donc, il a une vision de l'obéissance tout à fait négative. De par sa nature même, l'obéissance consiste dans le fait qu'une personne en vient à se considérer comme l'instrument destiné à exécuter les volontés d'une autre personne. L'essence même de l'obéissance, c'est une situation dans laquelle un individu s'abandonne totalement à l'autorité et n'estime plus être la cause efficiente de ses actes. C'est une définition très biaisée de l'obéissance, car nous n'arrêtons pas dans la vie ordinaire de nous conformer à un certain nombre de prescriptions, à commencer lorsque nous sommes enfants,
Et nous ne sommes pas pour autant transformés en ces sortes de zombies, là, d'instruments hypnotisés que veut nous montrer Milgram. Donc vous voyez, il a une vision très négative de l'obéissance et par conséquent aussi de l'autorité. Donc on a là un jugement de valeur dès le début du livre. L'expérience, si bien montée soit-elle, est déjà encadrée dans un jugement de valeur. Donc Milgram ne va pas étudier l'obéissance dans les cas où il est bon que les gens obéissent. Pas du tout. Donc toute sa recherche se trouve d'emblée focalisée sur la question de la force ou de la faiblesse morale des individus. Il ne considère pas le fait que d'une manière générale nous faisons ce que d'autres attendent de nous et que c'est là quelque chose de tout à fait nécessaire et bon d'une manière générale dans la vie sociale. La vie sociale repose sur le fait qu'on peut s'attendre à ce que les autres réagissent de telle manière. Et donc il y a une coordination de facto entre les actions des uns et des autres et qu'on appelle ça obéissance ou autrement, c'est un ressort nécessaire et qui n'est pas lui-même malsain du fonctionnement humain. Il n'étudie pas non plus, dans le fond, oui, en classant, en cadrant les choses avec ces mots autorité, obéissance, il restreint le champ le champ intellectuel de sa réflexion. Je vais curieusement, Tolstoï avait une vision beaucoup plus perspicace. Où est-ce que j'ai fourré mon texte? Ah oui, voilà. Voilà. Alors c'est un peu humiliant pour les sciences humaines, mais voilà un écrivain, Tolstoï, qui, dans la dernière page de son livre Guerre et paix, nous propose une réflexion tout à fait intéressante sur ces questions. Et élargit justement le champ comme on aurait pu souhaiter que Milgram le fasse. Voilà ce que dit Tolstoï. Il remarque il dit oui, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, on les décide par nous-mêmes. Je lis un bouquin, je décide d'arrêter de le lire, je le referme. Bon, je décide de sortir, je sors, etc. Bon, donc il y a des choses qu'on peut tout à fait décider. Il dit oui, mais il y en a d'autres, non. Par exemple, je vois un enfant et un chien se jette sur cet enfant, je ne peux pas ne pas lever ma main pour essayer d'empêcher le chien de mordre l'enfant. Je suis un soldat dans le rang et je ne peux pas ne pas suivre le mouvement de mon régiment. Je ne peux pas, durant la bataille, ne pas marcher à l'attaque avec mon régiment et ne pas m'enfuir quand tous ceux qui m'entourent s'enfuient. Il y a donc deux sortes d'actes. Les uns sont dépendants de ma volonté, les autres indépendants de ma volonté. Et l'erreur provient du fait que la conscience d'être libre, qui accompagne légitimement chaque acte se rapportant à mon moi, je la transporte sans en avoir le droit sur ceux de mes actes accomplis en liaison avec d'autres volontés et dépendant du concours d'autres volontés que la mienne. Donc, vous voyez, ce que pointe de manière très juste Tolstoï, c'est que nous sommes portés à surévaluer la liberté de nos actes et à sous-évaluer la manière dont on marche avec les autres comme les autres. Donc plus notre activité est indépendante des autres, plus elle est libre. Inversement, plus notre activité est liée à autrui, moins elle est libre. Le lien, alors là aussi, je termine là-dessus, le lien le plus fort, le plus indestructible, le plus lourd, le plus constant qui nous rattache à nos semblables est ce qu'on nomme pouvoir. Et le pouvoir, pris dans son sens véritable, n'est que l'expression de la plus grande dépendance où l'on se trouve à l'égard d'autrui. Donc, Tolstoï attire notre attention sur le fait qu'il y aurait dans la condition humaine une inévitable dépendance à l'égard d'autrui. Voilà, ce qui donne lieu à une série de choses, notamment des faits qu'on trouve dans l'étoffe de son roman Guerre et paix.
Donc, voilà cette réflexion de Tolstoï que je trouve, je voulais porter à votre connaissance. C'est écrit en 1869, puisque c'est la dernière partie de Guerre et Paix. Et maintenant, je vous lis un passage de Simone Weil qui prolonge en quelque sorte, involontairement, enfin sans l'avoir prémédité, la réflexion de Tolstoï. C'est dans un livre de Simone Weil qui s'appelle Oppression et liberté, qu'elle a publié qui a été publié en 1955. Je ne sais pas s'il a été écrit en cette période-là ou plus tôt. La connaissance du monde où nous vivons a pu se développer à partir du moment où la ville de Florence, après tant d'autres merveilles, a apporté à l'humanité, par l'intermédiaire de Galilée, la notion de force. C'est alors seulement que l'aménagement du milieu matériel par l'industrie a pu être entrepris. Et nous, qui prétendons aménager le milieu social, nous n'en posséderons pas même la connaissance la plus grossière aussi longtemps que nous n'aurons pas conçu clairement la notion de force sociale. Autrement dit, quand elle parle de force sociale, Simone Weil, elle désigne le même phénomène que celui que Tolstoï décrivait en termes de pouvoir et de dépendance d'autrui. Donc elle désigne, c'est comme si elle pointait là le fait qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien là, et qui serait important de comprendre. Elle ajoute: Galilée ne se heurtait qu'à une poignée d'hommes puissants spécialisés dans l'interprétation des Écritures. L'étude du mécanisme social, elle, est entravée par des passions qui se retrouvent chez tous et chez chacun. Donc, elle a aussi là, elle pointe le fait que dans les sciences humaines, il y a une difficulté qu'on ne trouve pas au même degré dans les sciences de la nature. C'est-à-dire que nous avons notre manière d'être, nos relations, nous, dans la vie avec les autres, et que donc on a des choses à ménager, on a des intérêts à préserver, on a des modes de pensée à préserver ou à, au contraire, bannir. Et que donc notre réflexion sur le fonctionnement de l'être humain, elle n'est pas libre et indépendante. Bon, donc je reviendrai sur cette question de cette force qui agit sur l'être humain, puisque c'est bien ce que l'expérience de Milgram met en évidence. Elle met en évidence que la force qui s'exerce sur le cobaye, provenant de l'expérimentateur et de l'institution à laquelle il est rattaché, cette force est beaucoup plus puissante que ce qu'on avait imaginé. Donc, la nature de cette force, du coup, on s'interroge. Voilà. Alors, un autre point que Milgram laisse de côté, c'est ce qu'on appelle dans la psychologie sociale depuis la pression des pairs, P-A-I-R-S, peer pressure, la pression des pairs. Donc Milgram évoque au passage, dans les variantes que je vous ai évoquées tout à l'heure, les variantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les deux dernières variantes, les deux acolytes qui sont à côté du cobaye, qui lui disent ouais, c'est pas la peine d'y aller, tu peux laisser tomber, etc. Ou les autres au contraire qui disent oui, vas-y. Bon. Donc là, on a une situation où ça n'est pas seulement l'autorité qui la personne supposée être hiérarchiquement supérieure qui exerce une pression sur le cobaye, ce sont des pairs. Et ça influe énormément sur les résultats. Mais Milgram n'en tire pas des conséquences dans son livre. Ce qui est regrettable. Certes, alors depuis, il y a eu une expérience très importante concernant la pression des pairs, l'expérience de Philippe Zimbardo en 1971. Qu'est-ce qu'il fait Philippe Zimbardo? Il a des étudiants et il leur dit les gars, on va faire un truc, on va faire une sorte de jeu, on va imaginer que la moitié d'entre vous sont des prisonniers et que l'autre moitié sont les gardiens de la prison. Et il installe une sorte de prison dans les sous-sols de l'université de Stanford. Il a les crédits pour ça, là aussi. En France, ça serait difficile, mais bon. Et donc, les gars ont des uniformes, des lunettes, vous savez, des Ray-Ban noirs, ça, tout, enfin, il y a tout un cirque qui est mis en place. Et les autres gars sont en tôle,
Bon, les petites cellules. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que Zimbardo va être obligé d'arrêter l'expérience avant la fin de la semaine. Il commence le lundi, mais normalement ça devait s'arrêter le vendredi soir ou le samedi. Non, il est obligé d'arrêter parce que ça dégénère. Ça dégénère pourquoi? Parce que les gardiens de prison, ils en profitent, pour faire subir des sévices aux prisonniers, aux soi-disant prisonniers. Donc tout ça a beau être soi-disant fictif, les gars, ils n'ont pas de main morte, quoi. Bon, donc Zimbardo, Zimbardo, il voulait continuer parce que, puis finalement, il y a ça, enfin, il raconte ça dans un bouquin. Sa fiancée, il est jeune à l'époque, sa fiancée, lui, il est enthousiaste, il dit, tu vois ce que je fais et tout. Bon, il veut se faire valoir auprès de sa copine, donc, tu vois, truc super, voilà ce qui se passe et tout, viens voir un peu. La fiancée, elle est atterrée. Elle est atterrée. Elle lui dit, mais en fait, c'est pas possible, regarde ce qui se passe, etc. Bon, donc, lui-même est pris, en quelque sorte, lui-même devient aveugle à la violence qui s'exerce, soi-disant sous son contrôle, mais en fait, bon, il ne la contrôle pas tellement. Et donc, sa fiancée, il va y avoir une scène entre les deux, là. Sa fiancée l'engueule, et finalement, il dit, ouais, t'as peut-être raison. Donc, voilà, il a été frais. Donc, ça, c'est très intéressant parce que, alors, il y a une chose que Zimbardo ne dit pas du tout, moi, ça m'a sauté aux yeux quand même, c'est que c'est comme si Zimbardo avait organisé un bizutage. C'est comme s'il avait dit aux étudiants, les gars, voilà, vous pouvez y aller. Et je vous donne un scénario pour vous défouler. Donc, du coup, je me suis procuré un bouquin sur justement, les bizutages. Vous savez qu'il y avait une loi il y a quelques années, justement, ça pouvait avoir tendance à aller trop loin, exactement comme dans l'expérience de Zimbardo. C'est on prend des jeunes gens, on leur dit, les gars, ce soir on ferme les yeux, l'autorité. Donc, c'est pas l'autorité qui exerce. C'est intéressant parce que dans l'histoire de Milgram, c'est l'autorité qui pèse, mais là, au contraire, l'autorité se retire. L'autorité se retire et les gosses peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, sachant qu'il y a deux catégories, c'est-à-dire il y a les plus anciens et les plus jeunes. Alors, donc, les plus anciens, bon, ils disent aux plus jeunes, voilà, vous allez faire ci, vous allez faire ça, foutez-vous à poil, que sais-je, enfin bon. Voilà. Alors Zimbardo, lui, il fait absolument pas le rapport avec le bizutage. Pourquoi? Alors ça, c'est pour une raison, parce que lui, sa vie professionnelle, sa carrière, a reposé très largement sur ces quelques jours où il a fait cette expérience. Donc, si il crachait le morceau, en quelque sorte, dans le bouquin qu'il a écrit là-dessus, en disant ben, finalement ça n'est rien d'autre qu'un bizutage, tout le soufflet retombe, tout le soufflet académique retombe. Bon, donc il se garde bien de dire ça. Mais pour comprendre le phénomène, il faut évidemment faire le rapprochement avec le bizutage, où à ce moment-là nous avons des gosses donc il n'y a plus d'autorité, et ils se règlent les uns sur les autres, et bon, celui qui va, ben, j'y vais aussi. Puis bon, ah, tu fais tel truc, bah tiens, bah, je vais faire encore mieux. Donc il y a une surenchère mimétique qui peut aller évidemment trop loin. Bon. Voilà, donc cette question, c'est intéressant de prendre ça en considération, puisque là, on n'est plus dans le cadre obéissance-autorité, mais on est toujours dans le cadre où des individus exercent une force sur d'autres individus et se sentent conduits à faire ce qu'ils ne feraient pas s'ils étaient seuls, mais ils le font parce que les autres le font aussi. Tous les profs dans le secondaire qui souffrent dans les collèges de France et de Navarre vous diront, quand je prends les élèves un par un, ils sont très gentils. Mais quand ils sont tous ensemble, ils sont insupportables. Hein, ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Parce que chacun se sent encouragé par les autres à développer un contre-pouvoir par rapport à celui du prof. Bon, point suivant, quelle est l'anthropologie générale dans le cadre de laquelle pense Milgram? Je vous donne un petit aperçu, d'après ce que lui-même écrit. Il présente la société comme une organisation qui est mise en place à des fins pratiques. La coordination des individus nécessite des structures hiérarchiques. Et il en va déjà ainsi chez les animaux sociaux, où l'on observe également une hiérarchie. Donc la conception de ce que sont les sociétés humaines pour Milgram, c'est que ce sont des organisations utilitaires qui ont été fondées pour des fins pratiques.
ce qui est le corrélat de sa croyance selon laquelle l'identité ou le self de chacun d'entre nous est présocial. L'individu, autrement dit, le présupposé, c'est que l'individu préexiste à la société. Grand présupposé dans la conception occidentale de l'individu. C'est une des pierres d'angle, sinon la pierre d'angle, de la grande fiction partagée par les sciences économiques orthodoxes et par les sciences politiques, qui chacune développe des récits. Dans les sciences politiques, c'est le récit de l'état de nature et de passage à la société par le contrat social. Donc on imagine des individus qui existent, ils sont déjà des êtres humains. On ne sait pas comment ni pourquoi. Bon, tout ça est totalement contrefactuel, mais et ils se disent ah bah tiens, si on s'associait, ça serait bien, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, se défendre des bêtes, tout, organiser la société pour garantir les droits de chacun. Voilà, la nuit du 4 août, ouais. Et donc il y a ce récit qui donc dans tous les enseignements de sciences politiques. Presque dans le monde entier, j'allais dire, en tout cas dans toutes les universités occidentales, ce récit est mouliné avec les différentes variantes données par les différents philosophes, depuis Locke, Hobbes, Rousseau, les grands juristes du XVIIIe siècle, etc., et même des auteurs modernes de réflexion politique, Rawls, Nozick, etc. Bon. Et dans les sciences économiques, dans pas mal de manuels de sciences économiques, vous avez l'image, vous avez l'idée d'un voilà, Robinson Crusoe, une sorte de Robinson Crusoe fabrique des choses dans son coin, il arrive à des résultats, et un jour il y a un autre gars qui débarque et qui a fait d'autres choses. Ah, toi tu sais faire ça, et tu le fais à moindre coût que moi. Ah bah alors, échangeons, oui, voilà. Et voilà, du coup, l'échange naît dans les humains font société pour échanger. Voilà. Bon, là, ça vous fait rigoler, mais c'est quand même écrit noir sur blanc dans différents manuels de sciences économiques. Hein, et donc, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de Kepler, Galilée, etc., qui sont dans une vision théologique, et malgré tous leurs efforts scientifiques, ils ne peuvent pas sortir vraiment de cette vision. Ils sont dedans. Ils n'y renoncent pas. Même Newton, qui vient après, Newton, il y a plein d'écrits quasiment d'écrits religieux sur les anges qui dirigent les planètes, etc. Enfin, des choses qui me paraissent très étonnantes, qu'on a laissé de côté, évidemment, mais eh bien, vous voyez, on fait les malins par rapport à Newton, et on dit ah oui, oh, ils étaient un peu naïfs, ils croyaient, tout ça, nous on est dégagés de tout ça. Mais nous, en fait, non, c'est pareil. Dans le domaine des sciences humaines, on est exactement, on répète des fictions, et des fictions qui sont en plus contrefactuelles. C'est-à-dire qu'on a tous les moyens aujourd'hui de savoir que c'est totalement faux. Alors ça, dans plusieurs de mes bouquins, je reviens sur la question parce que ça me paraît quand même important. C'est-à-dire tout ce que les travaux, les travaux de climatologie, la climatologie a fait d'énormes progrès depuis les années 50, grâce d'abord aux Japonais. Les premiers grands climatologues sont les climatologues japonais, Kinji Imanishi et son équipe, qui avaient une vision, les Japonais ont une vision beaucoup moins dualiste que la nôtre, donc quand ils regardent des singes, ils ne les voient pas comme nous. Ils voient des êtres vivants un peu comme eux-mêmes. Donc ils se disent, tiens, celui-là comment il fait, tiens, celui-là, donc ils repèrent. Donc de cette façon, ils ont pénétré peu à peu dans la vie sociale des singes. Ils ont vu que c'était une vie sociale beaucoup plus compliquée. Enfin, une vraie vie sociale, oui, avec des alliances, toutes sortes de choses. Comme il y a chez nous une politique, des rivalités, etc., des ténors, des gens soumis, des amis, des ennemis, tout. Bon, à conclusion, ça veut dire qu'il y a une vie sociale depuis des millions d'années. Donc, n'allez pas nous raconter qu'il y a un jour des êtres humains qui se sont dit « Ah, tiens, si on forgeait une société !» Ben non, elle est là depuis des millions d'années. Donc, les gars, vous n'avez rien inventé. Alors ça, c'est... Les paléoanthropologues, ils nous disent la même chose, mais en s'appuyant sur d'autres raisons. C'est-à-dire, comment le langage humain, il est quand même
très particulier par rapport au langage des animaux. C'est-à-dire que les singes ne peuvent pas tellement discuter de la pluie et du beau temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de vocabulaire. Les singes ils communiquent, mais ils interagissent. Vous voyez, ils interagissent de manière subtile, mais le contenu est proche de zéro. Il y a très peu de possibilités de désigner, il y en a un petit peu, mais désigner, ah tiens, il y a un danger qui vient du ciel, il y a un danger qui vient par là, bon, d'accord, mais c'est très très limité. Chez les humains, nous, on peut raconter des tas d'histoires à n'en plus finir. Donc c'est un langage tout à fait étonnant que le langage des humains. Et donc, comment ce langage a-t-il pu se développer? Évidemment, il a fallu que les gens il a fallu que les hominiens aient des contacts intenses pour que ça favorise, dans le cadre de la sélection naturelle, ceux qui étaient les plus communicants. Et que ceux qui étaient incapables de discuter avec leurs progénères aient moins de succès reproductif. Hein. D'un point de vue darwiniste, il n'y a pas d'autre manière d'expliquer l'émergence de quelque chose d'aussi extraordinaire que le langage humain que évidemment de penser que la vie sociale existe depuis très longtemps et que donc c'est en s'appuyant sur cette vie sociale et en la développant que le langage lui-même a pu apparaître. Et alors il y a aussi une troisième discipline qui a joué, qui s'est aussi beaucoup développée depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'étude du développement des bébés. Et là aussi, c'est convergent. C'est-à-dire que le bébé ne devient un être humain que pour autant qu'il est soutenu par des relations humaines. Il n'y a pas de bébé qui devient... Ça, c'était le rêve au XVIIIe siècle. Il y a des textes comme ça étonnants. Où Buffon, par exemple, il imagine le premier homme, il ouvre les yeux, il voit le monde autour de lui. Ah, c'est merveilleux, etc. Donc, un premier homme qui... Il n'y a pas d'enfant, vous voyez, tout de suite, il a tout dans la tête. Vous voyez à quel point l'histoire d'Adam et Ève a marqué le monde occidental d'une manière incroyable. Cette idée de l'homme tout fait qui sort des mains de Dieu. Rousseau dit, c'est au début de l'Émile, il dit « Tout est bien sortant des mains de Dieu, tout dégénère dans les mains de l'homme. » Oui, mais les bébés, non, quand ils viennent au monde, ils sont une possibilité d'être humains, mais ils ne sont pas encore des personnes, comme vous et moi. Il faut qu'ils aient des contacts avec des personnes, c'est à la génération précédente, pour que ces personnes les amènent dans ce monde dans ce monde humain. Sinon, on se retrouve devant ce qu'on a vu dans les orphelinats roumains il y a quelques années, où les gosses étaient là complètement au cirage. Donc, là, dans le fond, je suis en train de vous dire les présupposés anthropologiques de Milgram, c'est zéro. Hein, il faut complètement revenir là-dessus. Bon, de Milgram, mais de bien d'autres. Hein, le pauvre gars, il n'est pas le seul à penser ça. Et donc, Milgram pense que l'individu est donc par nature autonome, et donc par nature capable de se décider lui-même indépendamment des autres. C'est donc ce qu'il devrait faire normalement dans cette expérience. Mais d'un autre côté, il y a l'organisation sociale qui donc vient de l'extérieur en quelque sorte, puisque c'est quelque chose qui se greffe, qui se surajoute à un être humain qui est déjà complet par lui-même. Et donc, la société c'est nécessaire, mais enfin, en un sens c'est un mal nécessaire. C'est toute une tradition dans le monde occidental, à la suite de Saint-Augustin, sur cette idée que la société est un mal nécessaire. Puis alors il y a aussi, on est dans un monde protestant. Il y a cette... on peut dire que dans le protestantisme a beaucoup accentué, par rapport au monde catholique, c'est quand même très différent, beaucoup accentué l'idée de l'autodétermination de l'individu. Lisez la Bible par vous-même, ne vous contentez pas de répéter comme des perroquets ce que les curés vous disent. D'abord, de toute façon, il n'y a plus de curés, il y a des pasteurs, mais ils n'ont pas le même rôle. Donc lisez par vous-même, décidez par vous-même. Luther lui-même est l'exemple. Luther, c'est quand même le mec qui s'est dressé contre le pape, qui comparait devant Charles Quint. Charles Quint, c'est quand même pas
c'est quand même un personnage extrêmement puissant. Et donc, devant Charles Quint, en personne, il comparait, Charles Quint lui dit, bon, il faudrait quand même un petit peu mettre de l'eau dans votre vin, là, etc. Luther lui dit, mais non, pas du tout. Bon, Luther était appuyé par les princes allemands, hein, le gars n'était pas tout seul. Hein, bon, il fait figure de héros, c'est vrai qu'il était gonflé, mais bon, il y avait l'appui politique des princes allemands qui va se révéler déterminant. Bon. Et on voit bien que Milgram, il est dans cette tradition, protestante, donc de l'individu qui s'oppose. Par exemple, dans la bibliographie de son livre, vous avez cité le livre de Henry David Thoreau, La désobéissance civile. Voilà, il y a l'individu qui. On me demande de payer des impôts qui vont alimenter la guerre contre le Mexique. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, voilà. Et donc il y a toute cette tradition qui fait que Milgram a un préjugé très fort contre la notion d'autorité et la notion d'obéissance. Il y a une vision, dans le fond, héroïque, hein, voilà, de l'individu. Alors, un autre point encore, je crois que c'est le dernier, avant que j'aborde la suite, un angle mort dans la vision que Milgram a de son dispositif expérimental. Bon, donc là, c'est plus technique, c'est plus précis. Alors, les cobayes dans l'expérience de Milgram n'ont aucun lien institutionnel avec lui, ni avec son labo. Ils sont recrutés à l'extérieur. Ils ont un dédommagement non négligeable, nettement supérieur au salaire minimal horaire. Mais enfin, ils ne sont pas des salariés, donc il n'y a pas de dépendance institutionnelle. Donc Milgram n'a pas sur eux cette sorte de pouvoir qu'a le patron sur ses employés. Et ça, il en est conscient, mais il y a un autre aspect de son pouvoir dont il n'est, à mon avis, pas pleinement conscient. C'est que Milgram, il a tout goupillé. Donc lui, il est dans son élément. Il est dans son laboratoire. Tout ça lui est familier. Et en plus, il a machiné ce dispositif expérimental, Rotor, dont il maîtrise tous les aspects, parce qu'il a bien préparé ça. Donc. Mais le gars qui débarque là-dedans, lui, il est complètement paumé. Le gars qui débarque là-dedans, il est en territoire étranger. Il est plongé dans un univers, oui, dans lequel il n'a pas de repère. Donc, on lui dit, tu fais ça. Sur quoi pourrait-il s'appuyer pour dire, ben non, je vais faire autrement. Hein. Bon, ça, c'est un aspect très, très pratique et important, auquel je suis sensible par mon expérience des stages de relations humaines à l'AFPA. Parce que ces stages de relations humaines m'avaient amené à des réflexions un peu comparables, dans la mesure où mes collègues et moi, nous avions, à la suite, dans le fond, de l'influence américaine sur les relations humaines, puisque la formation continue en relations humaines est, dans le fond, indirectement dépendante du plan Marshall. C'est-à-dire que les Américains ont payé très cher en vie humaine et en pognon en intervenant en Europe. Ensuite, ils amènent le plan Marshall, mais c'est pas pour rien, quand même. C'est pas pour rien. Donc, ils se disent oh là là, mais les Français, ils sont arriérés, la notion de chef, tout ça, vraiment, ils n'ont rien pigé. Il faut quand même qu'ils comprennent qu'une entreprise, ça fonctionne, ça se gère pas comme ça, avec l'idée. Vous savez, il y a beaucoup de gars qui étaient chefs du personnel, c'était des anciens militaires. Bon, donc, les Américains mettent en place des concepts, des manières de faire qui s'appuient soi-disant sur des choses très scientifiques. Voilà, il y a le leadership autoritaire, le laisser aller, puis le leadership démocratique. Ah, ça c'est bien, oui, vous allez apprendre ça. Bon. Et donc, dans les stages de relations humaines, il y avait des procédures qui étaient tout à fait... pour mes collègues et moi, on était familiers de tout ça, seulement les gens qui débarquaient là-dedans, eux, ils ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Il y avait des choses ils étaient très décontenancés, en fait, parce que c'était pas les manières de faire... Les animateurs des stages étaient assez sibyllins. Il y avait des phrases du genre « Oui, alors, qu'en pense le groupe ?»
Alors les gens qui... oui. Donc les gens, j'ai compris au bout d'un moment qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas parce qu'on ne tenait pas compte des usages relationnels auxquels les gens étaient habitués et on les mettait dans un truc où ils n'avaient pas vraiment leur repère, donc ils se soumettaient, oui, mais une fois sortis du stage, non, n'en pensez pas moins. Et donc c'est ce qui m'a amené à être sensible à cet aspect de l'expérience de Milgram où les gens sont mis dans un dispositif qu'ils ne maîtrisent pas du tout et où trouver sur quoi s'appuyer pour refuser la place qui leur est assignée dans ce dispositif, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on ne peut pas tout ramener, si vous voulez, à la faiblesse morale des individus. Ça, je vais revenir là-dessus. Voilà, Milgram, dans le fond, et ça, c'est peut-être toute la psychologie sociale américaine qui ne... Dans le fond, la psychologie sociale américaine, elle s'appelle psychologie sociale, mais il n'y a pas vraiment de conception de ce que c'est que la société et ce que c'est que la vie sociale dans la psychologie sociale américaine. C'est une sorte de psychologie. Les gens sont des individus qui interagissent, puis voilà. Donc, il n'y a pas de réflexion sur ce que c'est qu'une institution. Les institutions, ça impose des contraintes, mais ça offre aussi des recours. Le propre d'une institution, c'est qu'elle offre des recours. Par opposition à une organisation de type secte ou de type politique totalitaire. Les institutions, on sait qu'il y a différentes personnes, il y a différents protagonistes, ça ne marche pas avec l'un, on va essayer de voir avec l'autre, etc. Enfin, donc, les gens peuvent se représenter, même s'ils souffrent de l'institution, ils peuvent se représenter qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas être complètement écrasé. Donc c'est la notion de tiers, si vous voulez, qui est importante dans toutes les institutions et dans tous les rapports humains. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à la merci complètement de l'autre, il faut pouvoir s'appuyer sur un tiers. Par exemple, dans les familles africaines, beaucoup d'ethnologues ont remarqué que voilà, ça ne marche pas entre le papa et ses enfants. Oui, alors il y a l'oncle maternel, ou, etc. Là, il peut essayer de faire le médiateur. Voilà. Donc ça, c'est absolument fondamental dans les relations humaines, c'est le rôle des tiers qui peuvent jouer un rôle de médiation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pensé dans le cadre de la psychologie sociale américaine à cause de l'insuffisance de réflexion sur ce que c'est que la société conçue comme une simple organisation de gens qui interagissent librement. Toujours selon la mythologie que je vous évoquais tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai passé en revue différents points problématiques chez notre ami Milgram, et maintenant pour terminer mon propos, je vais vous donner mes propres thèses qui, pensais-je, permettent d'aller un peu plus loin. Alors je vais vous énumérer, j'ai cinq thèses. Je vais d'abord peut-être les énumérer et ensuite revenir sur chacune d'elles. Thèse numéro 1, l'être humain n'est pas doté à la naissance d'un sentiment d'exister nécessaire et suffisant. Ce sentiment d'exister exige d'être entretenu constamment. Première thèse. Deuxième thèse, il est impossible de se sentir exister si l'on n'a pas une place parmi les autres, si l'on n'est pas soutenu par des affiliations. Thèse numéro 3, il est inévitable qu'on ne se sente aucunement affilié à de nombreuses personnes. Oui, on ne peut pas être copain avec tout le monde, évidemment. Ces désaffiliations peuvent être sans effet, elles peuvent être neutres. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on circule dans le métro. Il y a plein d'autres voyageurs, mais on n'a pas le lien avec eux. Les relations sont neutralisées, en quelque sorte. Mais ces désaffiliations, il est possible également de les utiliser pour nourrir notre sentiment d'exister. Par exemple, on travaille dans un service, mettons un service commercial, et puis il y a le service technique à côté. Les gens du service commercial, quand ils discutent entre eux au restaurant d'entreprise, ils disent « Ah oui, non mais les mecs du service technique, c'est pas la peine de discuter avec eux, ils comprennent rien. » On leur dit
nous, on a des contraintes commerciales, mais ils ne voient pas que notre but c'est de vendre, c'est comme ça que marche la boîte. Donc, alors eux, on leur dit il faut faire ça pour telle date, parce que sinon le client, ça ne va pas marcher. Ça, ils disent ah non, techniquement, on ne peut pas, etc. Mais ils nous emmerdent. Donc, vous avez, il y a toujours des autres qui sont des cons. Ça, c'est fondamental. Et donc, il y a une satisfaction à s'entretenir de la connerie des autres. Bon, là aussi, c'est un bénéfice de mes années de passage avec mes collègues dans le restaurant d'entreprise. Bon, on entend les conversations. Je peux vous dire que le pourcentage de conversations sur la connerie des autres est quand même assez considérable. Bon, alors, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais évidemment, si ceux à l'égard de qui on se désaffilie, en quelque sorte, nous sont vraiment assujettis du fait de notre pouvoir, alors là, ça peut aller très, très, très loin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On va récolter des Africains sur les côtes ouest de l'Afrique. On les embarque dans des bateaux, on les déporte et on les revend sur la côte américaine, par exemple. On fait ça pendant des siècles pour des millions de personnes. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas tellement. Il va falloir attendre longtemps pour que ça finisse par... On se dise, ah, pas terrible quand même. Bon, parce que plus on se désaffilie de certaines personnes, plus on se trouve justifié à le faire. C'est-à-dire que pour pouvoir penser que ce qu'on fait, c'est normal de le faire, il faut vraiment penser que les gens sont des cons ou des sous-hommes, etc. Et plus on pense que ce sont des sous-hommes, plus on se dit, de toute façon, à la limite, ils devraient nous remercier, hein, parce que franchement, la vie qu'ils ont en Afrique, c'est pas terrible, tandis que là, on leur apporte le christianisme quand même. Bon, vous voyez. Bon, donc, la désaffiliation. Thèse numéro 4, la constellation d'affiliation grâce à laquelle s'entretient notre sentiment d'exister est mouvante. C'est-à-dire que la pression qui est exercée par la nécessité d'exister peut nous conduire à renforcer certaines affiliations et à en affaiblir ou à résilier d'autres affiliations. Donc c'est un truc à géométrie variable, les affiliations et désaffiliations, en fonction de, pas seulement d'intérêts matériels, mais en fonction aussi de la nécessité où nous sommes de soutenir notre sentiment d'exister par des gens qui eux-mêmes nous aident à le soutenir. Dernière thèse numéro 5, le sens moral est une chose, mais à lui seul, il est incapable de nous donner la force d'agir moralement. Bon, la question, donc, il faut distinguer entre le sens de ce que l'on doit faire et la force pour le faire. Où est-ce qu'on trouve la force pour le faire ? Alors, je vais revenir sur ces différents points. Il faut tout de même que le premier point est crucial. Le premier point est crucial. L'être humain n'est pas doté à la naissance d'un sentiment d'exister nécessaire et suffisant. Donc ça, c'est vraiment une thèse qui va à l'encontre de notre tradition, puisque la tradition, aussi bien religieuse que philosophique, c'est que voilà, nous sommes dotés de notre être, soit par Dieu directement, soit par la nature. Cette conception, elle se greffe sur la perception naïve que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un enfant est conscient d'exister, il a l'impression qu'il existe à partir de lui, il se réveille le matin, voilà, j'existe, bah oui. Bon. Et oui, seulement, j'en discutais tout à l'heure avec vous, madame, et vous disiez que vous étiez bien consciente du fait que on peut avoir conscience de soi et avoir compris des choses sur soi même, mais ça ne nous avance pas quant à nourrir notre sentiment d'exister. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui se suicident en pleine conscience, qui sont conscients d'eux-mêmes, comme vous et moi. Ils sont simplement,
mieux vaut se tuer que de continuer à sentir que je n'existe pas. Ah oui, ça c'est un des traits quand même particuliers de la condition humaine. Le suicide chez les animaux, on n'en entend pas tellement parler. Hein. Les animaux, ils sont poussés par une force biologique. Cette force biologique, elle les soutient suffisamment. Mais nous, il y a une force biologique qui nous soutient, oui, la vie du corps. Seulement, il y a aussi, se greffe sur ce corps, se développe une personne, et cette personne, elle est soumise aux lois de la vie, en fait. Elle n'est pas une substance auto-existante, miraculeusement, elle est soumise aux lois de la vie, c'est-à-dire que il faut que en tant que personne, nous entretenions notre sentiment d'exister, ce qui se passe par la vie sociale. La vie sociale et la culture sont, la culture au sens large, hein, toutes les activités que nous avons, tout ce à quoi nous nous intéressons, etc., entretient en nous un sentiment d'existence. Mais ce sentiment d'existence, il est vulnérable et il peut s'effondrer. J'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec des médecins qui me disaient qu'ils recevaient dans leur cabinet des gens qui avaient été mis à la retraite peu de temps auparavant. Et leur vie active, dans leur vie active, leur vie était soutenue par un réseau de relations, d'activités, même s'ils s'en plaignaient. Bien sûr. Ah, quand je serai à la retraite, j'aurai plus tous ces emmerdeurs qui vont me casser les pieds, etc. Oui, seulement le jour où vous êtes à la retraite, vous vous réveillez le matin, plus personne ne vous attend. Ah oui, ça change. Ça change. Parce que la situation où on n'existe plus pour personne, ça, c'est la mort sociale. Et la mort sociale, c'est la mort psychique. Voilà. Donc voilà un petit commentaire sur cette idée que l'être humain n'est pas doté à la naissance d'un sentiment d'exister nécessaire et suffisant. Et donc thèse numéro 2, impossible de se sentir exister si on n'a pas une place parmi les autres, donc si on n'a pas des affiliations. Bon, ça, je pense, vous comprenez, alors, il faut bien voir que dans notre vie adulte, il y a des points sur lesquels rien ne change par rapport à la condition où nous étions quand nous étions des petits-enfants. C'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément se rappeler, mais il y a des... on a quand même tous commencé par être des bébés, c'est indéniable. Et le nouveau-né, c'est quand même une situation étrange que celle du nouveau-né, parce qu'il est en attente de son être dans la personne des adultes qui s'occupent de lui. C'est comme si la possibilité d'être une personne, elle n'était pas d'abord en lui, mais dans les autres. Donc il est suspendu à ces autres qui sont comme des divinités, qui vont lui transmettre ce don formidable de pouvoir être quelqu'un. Seulement, et voilà, il faut que ce don se fasse, s'opère, dans des conditions qui sont toujours, qui sont ce qu'elles sont. Elles sont plus ou moins bonnes, ou moins bonnes, mais voilà. Et donc cette condition, on peut observer à quel point, il suffit d'observer des jeunes enfants pour voir à quel point le désir d'exister de l'enfant est là, parce que, bah oui, pour lui, c'est un enjeu absolu, quoi. Donc être là, il voit, il est là dans un coin, il voit des adultes qui parlent, mais il faut être là où ça se passe, hein, parce que il ne faut pas être exilé, voilà, il s'approche, il veut en être, et éventuellement il prend la tête de sa mère pour la tourner vers lui, parce qu'elle parle à quelqu'un d'autre, mais je suis là, nom de Dieu. Voilà, le gosse, il veut exister, et exister, c'est être avec les autres, avoir une place parmi les autres. Bon. Donc on voit, il faut être aveugle pour ne pas voir chez les enfants à quel point cet enjeu est puissant. Alors chez les adultes, cet enjeu est recouvert, masqué, maquillé par toutes sortes de justifications, de prétextes. On parle de tas de choses qui apparemment n'ont pas de rapport avec le fait de est-ce que je me sens exister, mais à travers ça, à travers ce dont on parle, etc., c'est bien de ça dont il est question, mais de manière
sur le plan de l'existence, elle n'est pas différente de celle des enfants, mais sur les plans des modalités, oui, ça a changé, bien sûr. Donc c'est constamment à la faveur des activités qui ont une justification qui peut être technique, qui peut être sportive, qui peut être artistique, etc. Toujours à la faveur des activités qu'on a et des discours qu'on tient là-dessus, plus ou moins, avec toutes leurs justifications, leurs arguments, etc. Toujours souterrainement, c'est la question d'exister qui se joue. Donc là, le fonctionnement, ça c'est un autre problème, pour en parler, la question du fonctionnement du langage humain, c'est un fonctionnement avec un envers et un endroit. À l'endroit, on parle de quelque chose, et à l'envers, il s'agit de comment est-ce qu'on existe par rapport à l'autre. Bon, ça, on peut le montrer de manière précise. Bon, alors, la question des désaffiliations, ben, je vous ai un peu expliqué la chose. Donc, c'est pas étonnant si dans beaucoup de sociétés, à la fois on se sent exister sur la base des affiliations qu'on entretient et sur la base des désaffiliations que l'on entretient également. C'est-à-dire on va se conforter mutuellement avec le groupe des affiliés. Ouais, on est des mecs vachement bien, etc. Tout, bon, on assure, tout ça, ouais, sympa, bien, bon. Et puis, ah, ouais, mais les autres, là, putain, c'est des cons, etc. Bon, et donc, on encaisse double bénéfice, si vous voulez, le bénéfice avec des affiliés, ceux avec qui on est affilié, et le bénéfice de pouvoir penser qu'on est beaucoup mieux que les autres dont on se désaffilie. Voilà, alors, au passage, une précision, exister, le désir d'avoir la nécessité d'avoir sa place parmi les autres, la nécessité d'exister dans l'esprit des autres, comme je vous ai illustré avec la question du bébé, ça ne se résume pas au besoin de reconnaissance. Oui, je souligne ça au passage parce que la question le thème du besoin de reconnaissance, ça c'est très à la mode depuis quelques années, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Oui, l'empathie, le besoin de reconnaissance, c'est bien de reconnaître les autres, tout ça, oui. C'est un refrain que j'entends beaucoup autour de moi et qui, à mes yeux, constitue une sorte de compromis entre l'ancienne conception de l'individu et quelques concessions que l'on doit faire compte tenu quand même de la réalité. On fait des concessions à la réalité, c'est quand même, oui, on ne peut pas dire qu'on ne dépend pas des autres. Non, on ne peut pas dire complètement qu'on ne dépend pas des autres. C'est pas vrai, là c'est utopique. Bon, mais lâcher complètement la conception de l'individu qu'on avait, oh, non. On a trouvé un moyen terme qui est d'imaginer, oui, j'existe, mais ça serait quand même mieux si les autres le reconnaissaient aussi. Donc voilà, comme ça on combine des deux. Oui, j'existe. Ah, moi, dans mon fort intérieur, je sais que j'existe. Oui, moi, j'ai même une certaine valeur, figurez-vous. Mais vous, ça serait bien si vous le reconnaissiez. Voilà. Alors, moi, ce dont je parle, c'est pas à confondre avec ça. Parce que ce dont je parle, c'est vraiment que l'être humain est exposé par une part. C'est la condition humaine, ça. Nous sommes exposés à la menace de ne pas exister. Et pas du tout. Donc il y a un enjeu, on peut dire, ontologique. Alors, pour le sens moral, la force morale. On peut avoir un sens moral, oui, mais on n'a pas forcément la force. Et c'est ce que l'expérience montre, évidemment. L'expérience de Miguel montre ça. Et les gens, ils ne sont pas des gens qui sont les cobayes dans cette expérience ont un sens moral d'une manière générale. Il y a eu un pourcentage infime de gens qui étaient des salopards, mais vraiment infime. Seulement, comment est-ce qu'on trouve la force de faire ce qui est bien? Cette force, on l'a. D'abord, il faut qu'on puisse disposer d'un contre-scénario. C'est-à-dire que la société ou la relation avec les autres nous font entrer dans un scénario. Vous allez faire ça, etc. Bon. On est conduit dans un scénario d'interaction
Et si on ne dispose pas d'un contre-scénario, on marche dans la combine. Il faut pouvoir concevoir, si ça nous déplaît, il faut pouvoir aller au-delà du fait qu'on n'est pas d'accord, il faut pouvoir dire, alors qu'est-ce que je vais faire? Mais là, s'il n'y a pas de réponse, on reste le bec dans l'eau, et puis voilà. Donc il faut pouvoir construire, dire voilà, j'ai dans la tête l'idée de ce que moi je pourrais faire. Bon. Il y a beaucoup de situations pratiques qui montrent l'importance de ça, et c'est pourquoi d'ailleurs quand on initie des gens à des activités qui sont nouvelles pour eux, il faut leur donner un scénario de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire s'il se produit ceci, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire s'il se produit cela. Si vous formez des hôtesses de l'air, vous allez leur dire voilà, il se produit telle chose, à ce moment-là vous allez faire ça. Mais si on leur donne pas ces scénarios, elles restent aussi démunies que les voyageurs qui sont dans l'avion, donc elles ne peuvent pas les aider. Moi j'ai subi une fois un jour un entraînement pour sauter en parachute. Moi j'avais jamais sauté en parachute, donc j'avais aucune idée. Et alors le moniteur, il a passé un temps considérable, dire oui, alors s'il se passe ceci, vous faites cela, quand vous serez dans l'avion, vous faites ça, etc. Donc on m'a fourré dans la tête un scénario, puis des scénarios latéraux au cas où il se passerait ceci ou cela, pour que je ne sois pas démuni et complètement paniqué dans ce truc, cette expérience totalement bizarre d'être balancé d'un avion à 1000 mètres d'altitude. Bon, donc cette question des scénarios et des contre-scénarios est très importante, et elle rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les cobayes sont dans une situation dans laquelle ils n'ont pas de point de repère, et donc ils ne disposent pas de scénario pour se dire ah bah tiens, si ça marche comme ci, moi je vais plutôt faire ça, etc. Alors que dans la vie courante, tous nous mobilisons dans nos interactions, on rend visite à des gens, on voit comment ils nous accueillent, au bout d'un moment on se dit ah oui, peut-être que là il serait temps de partir, alors si les gens gâtent les signes, alors oui, on réagit, on envisage des possibilités différentes, et comme ça on peut s'adapter. Donc il y a cette question du contre-scénario. Et dire non, c'est pas un scénario. Pardon ? Dire non, c'est pas un scénario. Dire non, c'est pas un scénario. C'est-à-dire que c'est difficile d'arriver à dire non si on n'a pas derrière l'idée de qu'est-ce que je peux faire. Je pense que c'est la notion de collectif qui peut aider justement. Alors la notion de collectif, effectivement. C'est que dans l'étude, ils étaient séparés, chacun, il n'y avait pas de collectif, ils ne pouvaient pas construire justement de scénario. Voilà, vous avez tout à fait raison. Ils doivent construire un scénario pour que ça s'attaque et qu'ils puissent dire non et résister. Oui. Je pense que la notion du collectif, ça se retrouve. Ah oui, là je pense que vous avez tout à fait raison. Oui. Et les gens sont isolés et du coup, ils ne peuvent pas construire quelque chose. C'est bien pour ça que. Oui, quand on veut exercer un pouvoir, la vie est un truc divisé pour régner, oui, parce que si les gens discutent ensemble, ils vont commencer à élaborer des scénarios. Dire, tiens, on pourrait faire ci, etc. C'est des méthodes managériales très développées. Oui. Mais oui, tout seul, c'est très difficile d'élaborer, d'avoir un contre-scénario. Et puis alors, deuxième chose, très importante également, c'est que pour résister, vous voyez, le cobaye qui est dans cette situation où Milgram le met, pour pouvoir s'en extraire, il faut qu'il puisse s'appuyer sur des situations antérieures vécues, qui lui offrent un appui. Les êtres humains, comme ils ont une mémoire, ils peuvent ne pas vivre entièrement dans le présent, et dans le présent, ils peuvent convoquer des expériences passées qui leur apportent un soutien. Alors, à ce point de vue-là, il y a un bouquin, une étude qui a été faite aux États-Unis par des chercheurs il y a déjà un bout de temps, qui s'appelle The Altruistic Personality, la personnalité altruiste. Il y avait eu auparavant la personnalité autoritaire, ça c'est pas bien. Bon. Alors la personnalité altruiste, oui, ça c'est bien. Alors, ça va au-delà des bons sentiments, cette étude, elle apporte des choses intéressantes. Elle apporte qu'est-ce qui fait que des gens trouvent la force de faire ce qu'il faut faire dans des cas où c'est difficile de le faire. Et alors, les auteurs qui ont interrogé beaucoup de gens, donc des études de cas, tout ça, ils montrent que les gens s'appuient sur un lien, justement une affiliation forte avec une personne ou plusieurs personnes connues antérieurement, qui elles-mêmes faisaient ce qu'il fallait faire et qui se comportaient bien avec elles. Oui. Donc on a un appui existentiel.
On a un appui existentiel, c'est-à-dire parce que dire non dans l'expérience de Milgram, étant donné qu'on est complètement immergé dans des situations, d'une certaine façon, c'est un suicide social. Je fous en l'air complètement la place qui m'est donnée dans cette situation, donc je n'ai plus de place. Alors, il faut pouvoir s'appuyer sur une autre place. Parce que l'être humain n'existe pas sans avoir une place. Donc il faut s'appuyer sur une autre place, donc sur l'expérience passée de, voilà, j'ai eu un papa, une maman, des copains, etc., qui m'ont, voilà, et non seulement ils se sont bien conduits avec moi, mais moi je les ai vus faire ce qu'il fallait, etc. Donc, oui, moi je peux aussi le faire. Vous voyez, ça aussi intéressant, parce que quand on voit notre cher ministre Payon qui dit on va donner des cours de morale laïque, oui, bah, il veut faire la même chose que ce que faisaient les curés, mais c'est la morale laïque. Mais il ne suffit pas de dire aux gens, vous voyez, faites ceci, faites cela, etc. Nanana. Il faut qu'ils vivent une situation qui est une situation où la morale est présente, mais en acte. C'est-à-dire, il faudrait que dans la vie à l'école, les enfants voient ce que c'est, expérimentent le bienfait que des personnes exercent les unes sur les autres, et qui n'est pas seulement le discours. Si il y a le discours moral, mais qu'il n'y a pas les actes, ça reste lettre morte. Ça reste lettre morte. Et malheureusement, bon, l'école, on n'est pas là pour discuter de l'école, mais l'école française, par rapport à l'école dans d'autres pays d'Europe, est une école dans laquelle il y a un niveau de dureté des rapports humains supérieur à ce qu'il y a, par exemple, en Allemagne ou dans des pays scandinaves. Des gens qui sont passés dans les deux systèmes d'école. J'ai encore interviewé dernièrement une jeune fille qui avait été vécu dans une école en Allemagne. Elle m'a dit, bah oui, c'est pas pareil. Les relations humaines ne fonctionnent pas de la même façon. C'est l'élitisme. Et donc ça, c'est un grave problème dans l'école française, et dont malheureusement les responsables ne sont pas conscients, parce que c'est un problème qualitatif. C'est pas en disant on va faire tant d'heures de ceci ou tant de crédits de cela que ça va changer. C'est un problème purement qualitatif. Un problème de style de relation humaine. Et pour les entreprises, c'est pareil, hein, évidemment. Ce que je dis pour l'école, là, c'est exactement pareil dans les entreprises. Il y a des tas de choses que vous pouvez compter, calibrer, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est qualitatif. C'est-à-dire une entreprise, c'est comme un village d'il y a 10 000 ans. Il y a les gens, ils sont là au contact les uns des autres, ça marche plus ou moins bien. Et il y a ceux avec qui on aime travailler, ceux avec qui on n'aime pas travailler, etc. Il y a une bonne ambiance ou une mauvaise ambiance. Quand quelqu'un rentre dans un